Bonjour et bienvenue sur oxonature.com, le blog sur lequel vous pouvez retrouver, entre autres, les interviews des plus grands photographes animaliers. Vous pouvez suivre le blog sur Twitter, sur Facebook en cliquant sur j'aime et également, évidemment, en vous abonnant à la newsletter que vous trouvez sur la page d'accueil du blog. Aujourd'hui, grosse nouveauté, puisque c'est la première fois que ça se passe comme ça. L'interview est disponible en version MP3, comme d'habitude, mais aussi en vidéo, puisque Tom Mozak, que je vais présenter tout à l'heure, Tom Mozak m'a proposé de faire l'interview en vidéo. Alors évidemment, j'ai accepté. Et j'ai hâte de recevoir vos commentaires, de me dire ce que vous en pensez, et savoir si je peux recommencer l'expérience. Alors Tom Mozak est un photographe animalier de nature professionnel basé dans les Pyrénées. Tom, vous verrez, il le dit lui-même, c'est peut-être pas le meilleur de tous les photographes, par contre c'est certainement l'un des meilleurs pédagogues, puisque toutes ses explications sont très claires, très limpides, et même les notions les plus complexes, il arrive à les faire passer très simplement. C'est normal, son métier, c'est d'être animateur de stages photo de nature et animalier. Je vous laisse en sa compagnie, aussi un petit peu avec la mienne, à vos notes, et soyez les bienvenus. Bonjour Tom, Tom Mozak. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour cette interview sur Oxonature. Donc c'est toujours un vrai plaisir d'accueillir des photographes professionnels pour ceux qui débutent et qui souhaitent donc progresser et qui souhaitent apprendre de nouvelles choses. Alors commençons par la question classique Tom, mais importante. D'où te vient ta passion pour la nature et aussi pour la photographie? Ah, ça m'est venu quand j'étais tout petit. Hein, c'est vraiment quelque chose qu'on contrôle pas. Et bah, déjà quand j'étais tout petit, je recevais par exemple, je me rappelle d'une encyclopédie que j'avais reçue sur la nature, encyclopédie pour les enfants, illustrée avec beaucoup d'images et tout ça. Et je pense que ça a commencé un peu là quand j'étais petit. Ensuite, j'habitais en Alsace, on faisait souvent des belles balades dans les forêts d'Alsace et tout ça. Donc je pense que ça m'a motivé un peu à aimer la nature dès le début. Ensuite, après, je me suis lancé dans la photo assez tard, relativement tard. Euh, j'ai eu de la chance parce que mon père avait un bel appareil et donc ça m'a permis de commencer facilement avec un bel appareil. Enfin, c'était un Nikon D70S. Alors aujourd'hui, ça ferait un peu rire comme ça parce qu'il est dépassé depuis un petit moment. Mais voilà, ça m'a permis de commencer avec un vrai appareil entre guillemets et donc de partir sur de bonnes bases. Euh, et puis forcément, bah, comme je suis passionné de nature, je me suis vite orienté vers la photo de nature. D'accord. Et en plus, tu vis dans une région, donc les Pyrénées, qui forcément est très naturelle et tu baignes aussi dedans au quotidien. Donc ça t'aide aussi à cultiver cette passion pour la nature que tu as. Voilà, ben il faut dire aussi, voilà, je, je suis encore jeune, donc j'ai beaucoup, une bonne partie de ma vie c'est fait Ouais. chez mes parents et mes parents habitent à la campagne sur le Pays Basque, donc c'est un endroit où on peut assez facilement voir des belles choses, des beaux sujets de nature, disons. Puis bien Alors, sûr, il y a les Pyrénées autour et tout ça. C'est un beau sujet. Beaucoup de photographique. endroits, Ouais. voilà, beaucoup de beaux endroits à voir, à photographier. C'est sûr. Alors, il ne faudrait pas que nos amis photographes qui habitent en pleine ville ou qui ont vécu leur jeunesse en pleine ville se disent que c'est fichu pour eux. Mais quand même, souvent, j'ai l'impression que les photographes que j'ai pu interviewer ou que j'ai pu lire aussi, ces photographes-là ont eu la chance d'avoir leur enfance en pleine campagne ou en pleine montagne, peu importe, mais en tout cas pas en ville, quoi. Je pense que c'est une chance que de pouvoir sortir du jardin familial et puis de profiter tout de suite. Mhm. Bah oui, c'est vrai. Après, j'ai un peu de chance, c'est sûr. Je pense qu'après, on peut aussi faire de la photo de nature en habitant en ville, mais c'est quand même plus simple. Et si on peut, moi, par exemple, moi, je peux aller à pied assez facilement sur des bons spots pour photographier les insectes, donc les libellules, les papillons, le chevreuil aussi, ce genre de sujet qui donne assez vite des résultats. Mm. Donc, euh, donc c'est vrai que j'ai été un peu privilégié. Je pense aussi qu'après, naturellement, si on habite en ville, on a tendance à se porter plus vers d'autres sujets qui sont pas moins bons, mais qui vont être peut-être plus la photo de ville, d'architecture, éventuellement de portraits de personnes. Mm, mm. Et, voilà. Après, c'est pas
plus mauvais entre guillemets. Donc, Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est-à-dire que quelqu'un qui serait vraiment un citadin pur jus, qui a la passion pour la photo, s'orientera vraisemblablement vers des pratiques ouais, de photos d'architecture, des photos de rue, la photo urbaine, quoi, qui est un domaine photographique tout aussi noble que la photo animalière, ça c'est sûr. voilà. Disons qu'à mon avis, on a tendance à faire des photos enfin, à pratiquer la photo de sorte à ce que ce soit plaisant. Et si la personne est obligée de faire 2 heures de route à chaque fois qu'elle veut faire de la photo, elle va vite, pas vite arrêter, mais elle va être moins motivée. Découragé, Voilà, découragée, merci. c'est certain. Donc, forcément, s'il y a des résultats, ce sera mieux. Donc, on aura tendance à faire plutôt des choses Ouais. à portée d'appareil, à mon avis. Est-ce que tu as suivi une formation spécifique en photographie ou plus précisément en photo animalière, ou sinon une formation naturaliste, des études, je sais pas, de biologie, de sciences nat, des choses comme ça? Est-ce que tu as quand même un point d'ancrage au niveau de tes études dans un des domaines de la photo animalière? Alors, j'ai un bac scientifique, option SVT, donc biologie, grosso modo. Et j'ai commencé une fac de physique, chimie et de bio. J'avoue que j'ai vite arrêté parce que ça me convenait pas du tout. Hein. C'était pas du tout, enfin j'étais pas du tout fait pour la fac. C'était pas pour moi. Et pour la photo, j'ai appris sur le terrain. Donc j'ai eu la chance de commencer avec du numérique et le numérique quand même aide beaucoup plus à Oui, démarrer que l'argentique, dans le sens que si on prend une photo, on peut la regarder tout de suite, voir si elle est ratée, si elle est pas ratée. Donc si elle est pas ratée, tant mieux. Puis si elle est ratée, on peut voir les réglages et tout ça. Même si 3 semaines après, on revient sur la photo, on peut avoir par exemple les exifs. Donc ça nous permet de savoir facilement, relativement facilement, où on a pu se tromper, ce qui était un peu plus dur en alors argentique. je me souviens quand j'avais commencé la photo oui, de nature animalière et surtout j'avais acheté mon premier appareil photo numérique, donc un réflexe. Mon père m'avait dit que lui s'était intéressé à la photo, mais il y a très longtemps, il avait donc forcément eu de l'argentique entre les mains. Et il me disait, donc pour progresser, il faut que quand tu prends une photo, tu notes bien tes réglages. Tu prends un petit carnet, tu notes tes réglages. Comme ça, après, quand as ton développement, eh ben, tu as le numéro de photo et tu peux voir pourquoi tu l'as loupé ou pourquoi tu l'as réussi avec ton petit carnet. Et moi, je me disais, mais en gros, qu'est-ce qu'il raconte, quoi? J'ai mon numérique, pas besoin de carnet. Et oui, voilà. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, il fallait noter tout ça, la vitesse, l'obturation, l'ouverture, et pour voir quels étaient les éléments de réussite ou d'échec d'une photo. Maintenant, c'est plus la peine, hein. Il suffit d'ouvrir le fichier des exifs et puis on voit pourquoi la photo a été réussie ou loupée. Mhm. Ouais, complètement. Puis on a quand même beaucoup plus de facilité. Il y a pas mal d'automatismes qu'il y avait peut-être pas à l'époque, ce qui permet de s'en Oui, sortir beaucoup plus facilement. c'est Puis vrai. un truc tout bête aussi, on peut changer l'ISO, ce qui n'était pas faisable en argentique. Enfin, Ça, c'est une bien sûr, sacrée c'est faisable. révolution. Voilà, il fallait changer la pellicule. C'est- Là, pouvoir changer l'ISO juste en appuyant sur un bouton, c'est quand même Oui, un gros plus pour débuter dans la photo. Ouais, c'est sûr. et puis même tous les jours maintenant, c'est vraiment. C'est passé vraiment dans le... Ouais, ça fait partie des... Avant, on réglait l'ouverture et la vitesse de manière très rapide et très pratique. Et bien, avec ces deux choses-là, on rajoute une troisième chose qui est les ISO qu'on n'avait vraiment pas avant. Mhm. Enfin, voilà, on pouvait beaucoup moins jouer avec, alors que maintenant c'est facile. Moi, par exemple, je suis en train de faire des photos en ville. J'arrive à un endroit où il y a une grande place où il y a du soleil. Je peux passer facilement à 100 ou à Ouais, 200 ISO. Et si je vais dans une ruelle un peu plus sombre à côté, je peux passer à 800 ISO si je bien veux. sûr. Je suis pas obligé de me trimballer avec un Deux, monopode, un deux ou trois trépied. boîtiers. Voilà, plusieurs boîtiers éventuellement, plusieurs dos. J'ai pas besoin de flash non plus Ouais. euh, si je travaille en extérieur et tout ça. Donc c'est vraiment, je pense que ça facilite énormément les choses. Alors, dans le matériel, justement, on y est, on y reste. Si je prends ton sac photo et que je fouille un petit peu, qu'est-ce que je vais trouver dedans, là? Alors, peut-être pas maintenant, parce que peut-être qu'il n'est pas prêt, mais en règle générale. Tu vas trouver un boîtier un peu antique, Ouais. un Avec peu un peu de moyen. poussière. Non, même pas. Il est propre. Je m'en suis servi il y a vraiment pas longtemps là. Ouais, Mais c'est un Canon, c'est un 450D, donc c'est un boîtier quand même relativement vieux, ouais. et c'est pas très poussé, disons.
voilà. Donc moi j'ai tout joué sur les objectifs en fait. Euh, donc j'ai un grand angle, un Tamron, un 1750 de 8, donc qui est pas mal du tout pour tout ce qui est utilisation de grand angle et qui coûte beaucoup moins cher que l'équivalent Canon Mhm. ou Nikon pour ceux qui sont chez Nikon. Voilà. Et en termes de qualité, Euh, ça, et il est vraiment bien. il Il est n'est vraiment pas bien. aussi bien que le 1755 Canon, mais il est vraiment pas mal. D'accord. Il y a deux trois petits problèmes dans les aberrations chromatiques et enfin, avec les aberrations chromatiques. Et il y a pas longtemps, j'ai dû revisser. Il y a une partie en fait qui a tendance à se desserrer assez rapidement. Mhm. Donc j'ai dû démonter une petite partie pour le resserrer parce que sinon la lentille frontale bougeait très légèrement. Ouais, d'accord. Donc, donc on perd vite en netteté. Ouais. C'est très simple à réparer. Il faut juste un petit tournevis. Voilà. Mais sinon c'est un très bon objectif. Le seul problème c'est qu'il n'est pas compatible avec les pleins formats. Mhm. Donc voilà. Ce qui est pas gênant pour ton Canon Voilà. Ouais. actuel. Mais en même temps, c'est une gêne pour moi parce que j'aimerais changer de Ah, boîtier, mais si je change de boîtier là, c'est-à-dire qu'il faut aussi que je change de grand angle ouais, et ça fait vite très cher. bien sûr. Ouais. Ouais. Parce que là, en ce moment, je fais principalement du paysage et de la proxy photo. Ouais. Donc, pour moi, un plein format serait un plus, un vrai D'accord, plus. d'accord. Alors je te coupe un tout petit peu par rapport à ton matériel. Tu as dit, je privilégie les objectifs par rapport au boîtier, même si tu as dit que tu voulais en acheter un, en tout cas un plus récent et plus perfectionné. Mais est-ce que ça, c'est un conseil qu'on pourrait donner à des gens qui veulent s'équiper? En gros, s'ils ont un budget limité, il vaut mieux privilégier un très bon objectif et puis mettre un peu moins cher dans le réflexe. Si on avait une idée à retenir, ce serait celle-ci, quoi. Ah, complètement, oui. À mon avis, il vaut mieux privilégier les objectifs parce que si on a un super boîtier avec des objectifs moyens derrière, la photo sera pas bonne quand même. Donc, il vaut mieux privilégier d'abord les objectifs et ensuite acheter un boîtier un plus performant. Sans compter que maintenant les boîtiers entrée de gamme sont quand même de bonne qualité, sont quand même très bons. Donc il n'y a pas tellement de raison de se ruiner dans un super boîtier s'il n'y a Ouais, pas d'objectif derrière. Donc, par exemple, pour ceux qui ont vraiment un tout petit budget, je leur conseille de prendre un, un entrée de gamme. Donc là, par exemple, il y a le 600, le Canon 600D qui est vraiment pas cher, avec un 18-55 ou un 50 mm 1.8. Et ça revient vraiment pas ouais, cher. Et ça permet de bien débuter ma photo bien sûr. avec du matériel Et après, correct. s'équiper plus tard, un an, 2 ans, 3 ans après, avec un objectif un peu plus onéreux, tout en gardant le réflexe qu'on a acheté en entrée de gamme. Voilà, éventuellement. Voilà. Moi, personnellement, c'est ça que j'ai fait. Après, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu pendant quelques mois un boulot qui m'a permis d'assez bien gagner ma vie. Donc, j'ai un peu investi dans du matériel. J'ai Ouais. acheté notamment un 300 mm f4 qui est un excellent objectif et un 70-200 f4 que j'utilise énormément, qui est super pour moi parce que c'est vraiment un objectif à tout faire. Tu veux dire pour le paysage, le 70-200 peut vraiment faire l'affaire pour isoler des points dans le paysage. Et en proxy photo, tu peux aussi l'utiliser Je peux aussi utiliser en proxy photo, même si j'aurais plutôt tendance à utiliser le 300 mm en hmm. proxy photo parce qu'il me permet de mieux isoler mes sujets. Par rapport au fond, par rapport à Voilà. ouais, Oui, quand au je dis bokeh que tu peux isoler, tirer. c'est-à-dire, voilà, pour privilégier le sujet qui se découle sur l'arrière-plan, Hmm. à moins bien sûr d'avoir envie de montrer un peu plus, par exemple une libellule posée sur une fleur, si on a envie de montrer un peu plus la fleur, Oui, alors il faudra une focale peut-être un peu plus courte. d'accord. Ce sera plus confortable pour les réglages ensuite. Ouais, d'accord. Et j'ai aussi un 51.8, donc qui est un peu l'objectif à tout faire, Ouais. qui est pas cher, qui est Et, super. et qui a une ouverture de dingue, et on peut vraiment prendre des photos avec une très très faible lumière. Ça, c'est Voilà. vraiment l'objectif à. Bon, je dis à avoir, je l'ai évidemment pas, mais clairement, j'aimerais bien l'avoir celui-ci. Ouais, ouais, ouais. Il me semble que tu es sur Pentax aussi, Oui, toi, et je crois oui. qu'il n'existe pas le 1.8 sur Pentax. Je sais pas, faut. Peut-être chez Sigma, il doit y avoir l'équivalent, ou Tamron, faudrait regarder. Il y a le 1.4 sinon qui Ouais. est très bien. Bah d'ailleurs, pour ceux qui ont le budget pour acheter un 50 mm 1.4, je leur conseille de prendre plus le 1.4 qui sera souvent meilleur.
Mais le 1.8 est très bien parce que pour une centaine d'euros, on a un super objectif qui pèse moins de 200 grammes, qui prend vraiment pas de place dans le sac photo. C'est sûr, c'est sûr. Et puis ça permet de mettre un pas dans le monde des focales fixes qui sont quand même de bien meilleure qualité. C'est clair. J'avais testé pour le blog le Sigma 300 mm, non pardon, le Pentax 300 mm à 4, ouverture 4, et c'est vrai que c'est vraiment très intéressant, hein, d'avoir une focale fixe. Donc tu as ce Canon, ensuite donc les objectifs que tu as décrits à l'instant. Tu as quoi d'autre encore dans ton sac photo? Ah bah déjà mon sac photo, j'en ai, je sais pas combien j'en ai tout plein. Ah oui. Parce que je pense que je dois pas être le seul, je suis un peu maniaque des sacs. Il faut un sac pour chaque sortie limite, c'est un peu ça. Donc il y a le grand sac dans lequel je peux mettre tout mon matériel photo, donc c'est un Flipside 400 de Lopro, qui est un peu un des sacs à dos photo les plus populaires, je pense, du marché. Il y a pas longtemps aussi, j'ai reçu de Lopro un sac, je sais plus comment ça s'appelle, le Rover Pro, 45 litres, donc qui est un excellent sac et qui pour moi est très pratique pour la randonnée. Est-ce que c'est celui que tu as testé sur ton blog dernièrement? Oui, je l'ai testé sur mon blog. Donc voilà, pour moi il est idéal parce que je peux mettre mon matériel photo pour une journée, des vêtements de rechange, par exemple si le temps se gâte ou s'il y a un peu de vent et tout ça, ça arrive souvent en montagne. Le pique-nique et tout ça, je peux aussi prendre le trépied et j'ai suffisamment de place dans le sac pour pas tout écraser et en même temps il est confortable à porter. D'accord. Donc pour moi c'est idéal. Et j'ai aussi un petit sac d'épaule. Il y en a d'autres, mais bon, les 3 que j'utilise, ce sont ceux-là. C'est aussi un Lopro, c'est un Nova 180. Donc c'est un petit sac d'épaule. Il est tout pile bien au demi-centimètre près pour rentrer mon boîtier avec le grand angle monté, le 70-200 f4 et le 50 1.8. D'accord. Pour moi, c'est idéal quand je vais en montagne pour 2 jours parce que ça me permet d'avoir le matériel photo dans un sac à part et d'avoir tout ce qu'il me faudrait pour 2 jours de photo en montagne. Très bien. Tu as cette marque-là de Lopro qui est une très bonne marque. J'ai aussi 2 sacs de cette marque-là. Il y en a d'autres aussi qui existent, hein, de très sérieuses. Il n'y a pas que celle-ci. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Après, j'ai pas d'action chez Lopro. T'as pas de part chez eux, non. Non, mais c'est vrai que quand on goûte à leurs produits, ils inspirent vraiment. Il y a vraiment une grosse qualité. Ils inspirent confiance. Et puis voilà, quoi. Quand on n'a pas de soucis, on continue chez eux. Voilà, il y a un très bon rapport qualité-prix, ils ont des prix assez bien étudiés, et il y a mieux dans le monde de la photo, mais il y a beaucoup plus cher aussi. Oui, évidemment. Donc, évidemment. C'est un peu le problème aussi. Donc je pense que pour du matériel photo qui coûte quand même cher à la base, il faut avoir un bon sac qui le protège bien, et que il faut mettre au moins le prix d'un Lopro, voire enfin équivalent ou plus. Bien sûr, au moins pour la protection, quoi. C'est ça, voilà. D'accord. Est-ce que tu as forcément, j'imagine que tu as un trépied. Est-ce que tu as des accessoires, on va dire, qui ne sont pas indispensables, comme le trépied, comme le sac à dos? Est-ce que tu as aussi des accessoires comme ça qui sont un petit peu, on va dire, pas utiles tout de suite, mais qui toi, te rendent de fiers services? Oui, bon bah bien sûr tu l'as dit, hein, il y a le trépied, ça c'est il faut un trépied, ça c'est sûr. Pour tous ceux qui commencent la photo, le premier accessoire à acheter c'est un trépied, il le faut, et un bon trépied. Sinon, pour la photo de paysage principalement, j'utilise des filtres gradués neutres, donc ça me permet de plus facilement équilibrer l'exposition de mes images. Gradué, ça veut dire qu'en fait, tu vas avoir la partie supérieure du filtre qui sera justement plus foncée et la partie inférieure qui sera plus claire, de manière à réduire la forte luminosité du ciel et aider l'appareil à mieux exposer son image, quoi, en gros.
Voilà, après il faut préciser que c'est un filtre carré, donc on peut le déplacer. En fait, Hmm. on utilise tout un système de porte-filtre. Il y a une petite bague qui se visse sur l'objectif, là où on met d'habitude les filtres Ouais. ronds vissants. Sur cette bague, on peut clipper un porte-filtre et le porte-filtre vient, comme son nom l'indique, porter le filtre. Et ce porte-filtre, il peut tourner en fait, ce qui nous permet de changer L'orientation, d'accord. l'inclinaison et le filtre peut glisser dans le porte-filtre. Donc on peut bouger, disons, l'horizon en haut et en bas, enfin en hauteur. Alors, j'allais te dire, mais finalement, maintenant, avec tous les logiciels, Aperture, Lightroom, finalement, je fais un petit peu l'avocat du diable, mais c'est pas la peine d'avoir un filtre si derrière, en post-production, on peut enlever, enfin, en tout cas, réduire la zone trop exposée du ciel, rééquilibrer un petit peu la luminosité de l'image, ou vaut mieux quand même traiter le problème à la source. Parfois, il n'y aura pas besoin d'utiliser ces filtres, mais quand même, quand je m'en sers, c'est principalement le matin et le soir, à des moments où il y a des contrastes très élevés. Et donc, il y aura forcément un moment où je vais me retrouver soit, par exemple, avec le ciel ou les nuages surexposés, soit avec l'avant-plan sous-exposé. Mm, mm. Donc, bien sûr, on pourra rattraper en post-production, mais il vaut mieux avoir un bon fichier déjà à la base, euh, même si on va peut-être aussi traiter le fichier qui sera mieux, enfin plus correctement exposé. Même s'il faudra quand même le traiter à la fin, il vaut mieux quand même qu'il soit de bonne qualité dès le Ouais, départ. Ce sera mieux. d'accord. Ce sera mieux pour la qualité d'image. Parce qu'après, bien sûr, je peux, par exemple, sur une scène avec beaucoup de contraste, un coucher de soleil, je peux faire en sorte d'exposer pour le ciel. De toute façon, c'est ce qu'on va faire la plupart du temps. Donc, on expose pour les tons les plus clairs de la photo. Le reste des tons sera souvent bouché. Donc, ce que je peux faire alors, c'est éventuellement disons, pousser la luminosité des tons sombres. D'accord. Mais alors, je vais faire apparaître du bruit, je vais faire Oui, diminuer la qualité globale de ma photo. bien sûr. Donc, au final, ce sera de moins bonne qualité Ouais, ouais, que si je l'avais fait sur place au moment de la prise de ouais, c'est vue. vrai. Tom, donc ton activité principale, donc tu es photographe professionnel, tu gagnes ta vie parce que par ton activité de photographe, Mm. euh, tu animes aussi des stages. Alors j'ai vu, donc tu as lancé ta boîte qui s'appelle Stage Photo Pyrénées. Est-ce que Hein. tu peux nous en parler un petit peu plus de cette activité d'animation de stage? En fait, c'est mon activité principale. Je suis un photographe qui vend très peu de photos et à qui on demande très rarement de faire des reportages photos et tout ça. Je me concentre principalement sur des formations photo, donc ça peut paraître bizarre hein, parce que la plupart du temps les gens pensent que il faut d'abord être un photographe reconnu dans le monde de la Qui a photo avant publié, qui a beaucoup exposé, voilà. tout ça. Ouais. Donc et ça peut être vrai pour certains. Il faut savoir aussi qu'on n'a pas besoin d'être connu pour bien pratiquer la photo. Et puis bon, moi, je suis un cas peut-être un peu à part, c'est que j'ai tendance à mieux expliquer aux gens comment faire plutôt que moi faire les choses. En fait. Donc, C'est le syndrome du bon prof. c'est ça, c'est un peu, c'est un peu comme les enseignants, enfin comme voilà un bon enseignant, un bon prof. Et voilà. Ouais. Je, donc je sais que je suis pas mauvais, mais je fais pas des photos exceptionnelles. Je sais qu'il y a des gens qui sont des photographes beaucoup euh, plus aguerris que moi, beaucoup plus créatifs et meilleurs en général. Donc je leur laisse le soin de vendre des photos et tout ça. Et moi, de mon côté, je fais de la formation photo, donc je fais ça principalement pour les débutants et pour les disons les débutants moyens, donc qui commencent à avoir des bases quand même, mais qui à un moment se trouvent un peu bloqués dans leur progression. On a eu aussi des photographes experts, mais la plupart du temps, c'est ça, ce sont des photographes débutants moyens. Donc on fait ça, ça dépend. La plupart du temps, on fait ça en montagne parce que c'est quand même un beau cadre. Mhm. Hein, ça nous permet de faire des belles photos, de passer un bon moment. Et puis c'est toujours plus inspirant de travailler dans un cadre comme ça. Et, donc on fait ça sur 1, 2, 3 jours. On va faire grosso modo une petite balade en montagne. Et on en profite pour
aborder tous les côtés Alors, de la photo. c'est dans les Pyrénées. On reviendra sur le côté photographique, mais c'est dans les Pyrénées. Je vois déjà dans les commentaires la personne qui habite dans le Nord qui dit ah, super Tom, ça a l'air d'être un très bon pédagogue, il explique bien, il a l'air d'être très patient et tout. Par contre, je fais comment pour venir dans les Pyrénées? Bon, enfin, je fais comment? Non, il sait comment il fait, il vient en voiture ou en train, peu importe. Mais en gros, une fois qu'il est là-bas, comment il fait, quoi? Bah, ça, c'est sûr, ça coûte un peu plus cher de venir du Nord. Après, on a eu des gens qui sont venus de Belgique. On a un couple de Belges qui revient tous les ans, en fait. Euh, on a des gens qui viennent de Paris et tout ça. Euh, c'est sûr, ça coûte plus cher, mais ça peut être l'occasion de venir, par exemple, pour 10 jours, de passer quelques vacances dans les Pyrénées Hmm, et de profiter pour faire un petit stage de 2 jours ou d'une journée. d'accord. Alors c'est sûr, c'est plus facile si on habite à Bayonne, à Oui, à Pau, Toulouse, même à Toulouse, c'est plus là, simple. Ouais, c'est plus facile, c'est sûr. d'accord. Après, on a fait le choix aussi de travailler dans ce cadre-là, qui nous permet quand même de faire des belles photos, d'être relativement tranquille, parce qu'on peut aller dans des endroits où on verra personne Hmm, hmm. pendant quasiment 2 jours. Est-ce C'est qu'il faut une condition physique, une bonne condition physique? Je veux dire, quand on est photographe animalier, bon, il faut quand même savoir marcher. En gros, il faut être je veux dire, un randonneur de niveau moyen pour pouvoir commencer. Et voilà, si on fait un petit peu de billboard, il faut crapahuter. Bon, il faut avoir un petit peu de conditions, mais sans dire d'être un marathonien. Dans les Pyrénées, pour faire un stage photo de 2, 3 jours, est-ce qu'il faut voilà, être un très bon marcheur? Euh, Pas forcément, ça dépend des stages. Il y a des stages où il vaudra mieux, oui, être un Hmm, bon marcheur. hmm, Parce que il y a des stages avec bivouac, donc c'est-à-dire qu'on dort sur place dans des tentes. Donc en soi c'est génial, c'est un super moment et d'habitude ça plaît beaucoup aux gens. Mais il faut quand même porter la tente. oui, Donc, euh, donc voilà, il faut avoir une petite condition physique pour certains stages. Il y a des stages où, par exemple, on a un stage d'une journée au Pays Basque, du côté de la Forêt-Rati, ce genre d'endroit, donc des endroits assez connus quand on est dans le coin. Euh, Là, c'est vraiment pas dur. On a grosso modo 1 heure de marche dans toute la journée et on fait énormément de pauses photos finalement. d'accord. À la journée, on fait peut-être 2 kilomètres et demi, quelque chose Ouais, comme ouais, ça, c'est pas beaucoup. et, Non, c'est pas beaucoup. et Une journée, très ouais, c'est peu de très peu. dénivelé. Voilà. Donc c'est pas dur du tout. D'accord. Et donc là, tu abordes. Donc, il y a le côté photographie, évidemment. Il y a le côté nature. En gros, on prend un grand bol d'air. Euh, et moi, je conseille vraiment de faire des stages comme ça en immersion. Quand je dis en immersion, c'est vraiment pour dire qu'on pense qu'à la photo, on discute photo, on pense photo. Bon, il y a de la marche évidemment aussi un petit peu. Mais je conseille de faire ce genre de stage-là parce que le fait d'être en immersion, on progresse vraiment beaucoup plus. Je fais un tout petit parallèle avec le sport. J'étais sportif quand j'étais plus jeune. Et quand on faisait des stages, c'était du volley en l'occurrence, des stages volley pendant une semaine, je progressais, je pense, beaucoup plus en une semaine de volley qu'en un an de pratique de club, voilà, avec un entraînement par semaine. J'ai fait ce petit parallèle-là, et ça me semble important de le dire, parce que vraiment, faire de la photo comme ça pendant 3 jours, on fait que ça, on progresse vraiment beaucoup plus. Oui, puis ça permet aussi de passer du temps avec des gens qui pratiquent eux-mêmes la photo, qui sont souvent à peu près au même niveau, mais qui savent des choses que nous, que le stagiaire, l'autre stagiaire ne saura pas, et tout ça. Donc ça permet d'échanger, d'avoir de, d'échanger des astuces, des choses comme ça, ce qu'on pourrait pas faire si par exemple c'est dans un club photo et qu'on se voit juste 1 heure et demie par semaine. Ouais. C'est pas du tout la même Non, c'est ambiance. sûr, c'est pas la même ambiance, exactement. Ouais. Alors, ce qui fait que tes stages sont. Alors, je sais pas si tu proposes ça dans tous les stages, mais en tout cas certains. Il y a la présence d'un accompagnateur de moyenne montagne et puis d'une étudiante. Alors, j'ai vu ça sur ton blog, hein. Peut-être qu'elle est plus étudiante, hein, mais en tout cas, c'était marqué comme ça. Une étudiante en histoire de l'art, donc Gabrielle, t'accompagne, j'imagine. C'est ça. Il y a Est-ce que, Gabrielle, voilà, c'est ma compagne. Elle étudie. est-ce que le fait que ces deux personnes-là t'accompagnent et que ce ne soient pas des photographes, c'est vraiment une plus-value importante pour les stagiaires? Oui, je pense. Déjà pour Gabrielle, donc qui m'accompagne, c'est
un plus de la voir parce que elle a une grosse culture en fait de l'histoire de l'art en général, donc ça permet de remettre un peu notre pratique de la photo en perspective entre guillemets. Euh, Ensuite, pour l'accompagnateur en montagne, c'est simple, on est obligé de l'avoir. En fait, c'est de toute manière légalement, on est obligé de l'avoir. Donc là, en plus, on a choisi un accompagnateur qui pratique aussi lui-même la photo. Là, par exemple, il est en train de photographier le brin du cerf. Donc, il est dans les Pyrénées-Orientales, lui. Donc, donc bon, ça permet aussi de discuter tout ça avec les autres stagiaires. Et de toute manière, il y a un côté aussi, la montagne, c'est un côté très beau, mais c'est aussi dangereux. Donc, il nous faut un accompagnateur en montagne parce que même si nous, on peut organiser les stages tout seul, c'est quand même mieux d'avoir un accompagnateur qui encadre tout ça et qui nous permet de rester bien en sécurité. Si un pépin, c'est pas le cas, mais s'il y en a, enfin ça n'a jamais été le cas pour l'instant, mais s'il y a un problème, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit formé pour réagir et tout ça. Donc c'est pour ça qu'on a un accompagnateur. D'accord. Pour les stagiaires aussi, ça leur permet d'avoir au moins 2 référents et de pas juste passer un week-end avec la même personne, avec la même tête tout le temps. Voilà. Alors c'est vrai que dans la photo animalière, quand on traîne sur les blogs, sur les forums, quand on lit même des magazines, il y a toujours le duo connaissance technique de l'appareil, mais donc qui est valable pour n'importe quel domaine de la photographie. Et puis il y a le côté naturaliste. On dit souvent qu'il faut d'abord connaître l'environnement, l'animal que l'on souhaite photographier. Il faut d'abord le connaître avant de connaître son appareil, quoi, en gros. Donc il y a ce duo-là qui est toujours présent. Il y a une troisième partie qui est le côté artistique. Et qu'on aborde, je trouve, pas assez dans la photographie animalière, donc, sauf à faire de la photo naturaliste, où là, finalement, c'est juste le fait de montrer la présence d'une espèce, et le côté artistique qui est vraiment secondaire. Mais c'est pas trop le cas des photos animalières. Souvent, on veut vraiment le côté beauté, quoi, le côté artistique. Et on n'aborde pas, je trouve, ce domaine-là. Est-ce que, Gabriel, dans tes stages, ou même ailleurs, peu importe, mais est-ce que d'avoir une personne qui est experte en art, est-ce qu'elle donne sa petite touche, dire, ben voilà, là pour ta photo, je m'en fiche des réglages, mais par contre, pour la composition, tu aurais pu faire ça, tu aurais pu faire ci, tu aurais pu aborder le cadrage différemment. Est-ce qu'elle apporte cet éclairage-là? Bah complètement, pas forcément, enfin pas que au niveau cadrage, mais oui, au niveau créatif, ça nous permet d'avoir un avis. D'ailleurs, souvent on n'a pas le même avis, donc ça nous permet aussi de donner deux chemins différents aux stagiaires et comme ça, eux, ils peuvent préférer, enfin choisir celui qui préfère se diriger vers le chemin qu'ils préfèrent. Et quelque part, ça forge aussi leur créativité personnelle à eux. Parce que c'est un truc que je dis souvent. Bah là, par exemple, on va aller au pic du Midi d'Ossau, qui est un super endroit dans les Pyrénées. On va bivouaquer à côté d'un lac. Donc, on va tous faire la même photo avec le lac et le pic du Midi. Et la même lumière au même moment. Voilà, en plus on sera au même endroit avec la lumière au même sûr. moment. Ça va être joli, ça va être sympathique pour dire regarde j'étais là, c'était beau, mais créativement parlant, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc on essaie de motiver au maximum les gens déjà un peu se déplacer, regarder la lumière, aussi poser leur appareil pendant quelques minutes, ne pas y toucher, regarder la scène, l'analyser un peu et se dire qu'est-ce que moi j'ai vraiment envie de photographier là-dedans, qu'est-ce qui m'inspire particulièrement. Donc voilà, on essaie aussi de travailler ce côté créatif. Bien sûr, ouais. Parce que une fois qu'on maîtrise la technique, une fois qu'on est dans les beaux endroits, on a tendance à faire un peu tous les mêmes photos. Si on travaille pas ce côté créatif, si on travaille pas le regard du photographe et toutes ces choses qui sont au moins aussi importantes que la technique et que le matériel. C'est sûr, c'est du 50. Enfin, faudrait dire 33, 33, 33, quoi. 33 artistique, 33 naturel, connaissance naturaliste, et puis 33, forcément, il faut de la maîtrise technique. Voilà, après, il faut dire aussi, il y a un petit côté chance, hein, parce que si on vient, qu'on est dans un très bel endroit, mais qu'il n'y a pas de lumière du tout, que
que je sais pas, par exemple, il y a un orage. Alors là, un orage c'est joli, mais ça veut dire aussi en montagne qu'il faut descendre parce Oui. que c'est dangereux un orage, à moins d'avoir un refuge ou voilà. Chance Euh, et puis persévérance, quoi. Enfin, ça va ensemble. Hein. Il c'est ça. si la chance n'était pas au rendez-vous le jour J, il faudra revenir, quoi. Voilà. Voilà, mais en même temps, la chance, elle va pas arriver toute seule en restant chez soi. Donc, il faut savoir la forcer un peu. Il faut savoir revenir au même endroit plusieurs fois pour avoir ce coup de chance finalement, d'avoir Ouais, la belle lumière, d'avoir la belle ambiance, d'avoir aussi en animalier le sujet qui vient, tout simplement, bien parce sûr. que Ouais. parfois, enfin souvent, il ne vient pas. Hein, il faut se le dire aussi. Et donc voilà, il faut un peu jouer sur la chance. Il faut savoir forcer cette chance. Est-ce que, bon, je saute un petit peu du coq à l'âne, quoi qu'encore pas vraiment, parce on va parler toujours de créativité et d'inspiration. As-tu des photographes qui t'inspirent peut-être pas une ribambelle, mais en tout cas deux ou trois photographes qui orientent un petit peu ta façon de travailler. C'était beaucoup le cas au début, mais beaucoup moins maintenant. Mhm, Simplement parce que je, je regarde beaucoup moins de magazines de photographie et tout ça que ce que je faisais avant. Tout simplement parce que j'ai beaucoup moins de temps. ouais, Gérer une société, ça prend énormément de c'est temps. sûr. C'est pas facile. Non. Euh, mais oui, il y a quand même des gens qui m'inspirent un peu plus que d'autres. Donc, je vais pas être très original sur le coup, mais il y a par exemple Vincent Munier qui a un travail quand Qui même ça? exceptionnel. Vincent Munier. Oui, Je plaisante. tu connais peut-être. On en parle de temps en On temps. l'entend, oui, c'est vrai. Ouais. Il a fait deux, Alors, trois expos. voilà des petites expos. Bah là, par exemple, il y a une photo qui tourne un peu sur Internet, qui est une photo d'un loup blanc dans la neige. Oui. Qui est une photo. D'ailleurs, je te coupe, mais j'ai lu très récemment son interview dans Paris Match. Je veux dire, pour qu'un photographe animalier soit dans Paris Match, C'est pas la première fois c'est pas d'ailleurs, la il me première semble fois. Bon, peut-être. que Nicolas Millet est dans Paris Match, ou c'était peut-être pas Paris. Si, je crois que c'était aussi déjà Paris Match. Ouais. Où il avait un petit dossier, je sais plus exactement sur quoi, mais voilà un petit portfolio de 6 ou 8 pages, Mais quelque en tout chose cas, là, comme ça. voilà, c'est une belle avancée quand même pour tous les amoureux de la photographie nature. C'est une belle reconnaissance. Complètement. Faut dire aussi qu'on est dans un moment où la nature revient à la mode. Ah oui. C'est pas très joli à dire comme ça, mais Ouais. voilà. Tout ce qui est vert, dans le sens vert, biologie, Éco, quoi. écologie, Éco, le tout fameux ça. côté écologique. Ouais. Voilà. Ouais. Tout ça arrive vraiment à la mode. Donc, faut peut-être aussi un peu jouer sur ce côté-là pour, euh, pour promouvoir la photographie de Bien nature en sûr. général. Ouais. Donc que Vincent Munier soit dans le Paris Match, C'est très bien, ouais. c'est bien. C'est vrai. Est-ce que alors je vais sur ton blog régulièrement, pas assez parce que je trouve que tu mets pas assez à jour d'articles, mais je sais que ça prend beaucoup de temps C'est et vrai. je suis bien placé pour en parler parce que je tiens aussi le blog et écrire des articles, ça prend du temps. Donc le fait qu'il n'y en ait pas suffisamment, je te jette pas la pierre parce que ça prend beaucoup de temps de le faire. Mais j'ai vu sur ton portfolio une très belle photo du pic d'Osso du pic du Midi d'Osso, pardon. Euh, je la mettrai, là on la voit pas tout de suite, mais je la mettrai plus tard au montage pour que ceux qui nous regardent puissent la voir. Est-ce que tu peux nous dire, alors rapidement, quels ont été les réglages, parce que bon, on aime bien tout savoir ça, si tu les as en tête bien sûr, et puis aussi la préparation. Je veux dire, tu t'es pas retrouvé là, paf, par hasard, devant ce magnifique paysage. Il a fallu quand même que tu penses la photo. J'imagine que tu l'anticipes. Voilà, comment tu t'y es pris? Bah déjà à la base, cette photo, elle s'est faite pendant une rando qui était prévue de 3 jours et puis finalement, on s'est faite en 2 jours. Mais on prévoit les endroits où on fait le bivouac la nuit pour qu'ils soient intéressants photographiquement. Donc là, c'est un endroit, ceux qui connaissent un peu les Pyrénées connaîtront, c'est un des lacs d'Ayous, c'est le lac Gentot, donc qui est très connu parce que c'est un très beau lac pour photographier le pic de Sceaux. Et il y a un refuge à cet endroit qui permet de se mettre un peu en hauteur, et je crois que cette photo-là est prise depuis le refuge, euh, sur la terrasse du refuge.
Donc ça fait pas très nature, ça fait pas très into the wild comme ça. Mais voilà, après il faut savoir profiter de ce qu'il y a sur place. Et donc c'était juste après le coucher du soleil, donc avec les très belles lumières du coucher du soleil. J'étais sur trépied avec une ouverture moyenne, donc F8 ou F11, quelque chose comme ça. Pour avoir la plus grande profondeur de champ possible, pour avoir une belle zone de netteté. Voilà, c'est ça, pour être sûr d'avoir la profondeur de champ suffisante. À vrai dire, je pense qu'ici F8 serait largement suffisant à cet endroit-là. Et aussi pour bénéficier du top de l'objectif, parce que souvent, hein, quand on est à pleine ouverture, il y a quelques aberrations, quelques petits défauts qui peuvent apparaître. Voilà, et le piqué aussi, ce qu'on appelle le piqué, est optimal avec cet objectif entre 5, 6 et 8. C'est ça. Voilà, la qualité d'image. D'ailleurs, un petit conseil, tous les objectifs ont une ouverture optimale pour laquelle le piqué est au top. C'est quoi? C'est F8, F11, souvent c'est dans ces eaux-là? Une fourchette, voilà, mais la plupart du temps avec les zooms, ça va être ça, autour de F8 et de F11. D'accord. Ça va dépendre de l'objectif, bien sûr. Et plus il ouvre grand, moins on aura besoin de fermer pour avoir une très bonne qualité d'image. Enfin, dans la plupart des cas, c'est ça. Bien sûr, c'est... Donc là, tu avais un très beau coucher de soleil. De la neige? Il restait un peu de neige. Voilà. C'était le 31 mai. Il y avait encore un petit peu de neige. Comment tu fais pour gérer voilà, cette différence de lumière? Est-ce que tu avais justement ces fameux filtres dégradés pour pouvoir gérer la différence de lumière entre les... Là, j'en avais pas monté. C'était un moment où il n'y avait pas besoin parce qu'il y avait très peu de contraste en fait. Juste après le coucher du soleil, il y avait beaucoup moins de contraste que juste avant. D'accord. Donc, ça m'a permis d'avoir quand même le ciel bien exposé et l'avant-plan bien exposé très facilement. D'accord. Donc là, on se dit finalement c'est facile, ça n'a pas été technique et tout ça, mais en fait le truc c'est qu'il fallait être là au bon moment et ça se trouve le lendemain ça aurait pas été du tout la même chose. D'où la persévérance de tout à l'heure, quoi. Voilà, il faut essayer, il faut savoir un peu forcer la chance et se mettre dans un endroit où on aura potentiellement une bonne photo. Bien sûr. Donc là, le gros du travail, en fait, c'était d'aller jusqu'à cet endroit et de choisir le bon endroit. En fait. D'accord. Ouais, c'est le repérage à l'avance, le repérage du lieu, le repérage de l'éventuel coucher de soleil pour voir comment va être orientée la lumière, si la lumière va éclairer ce qu'on souhaite avoir et mettre en valeur. D'ailleurs, il existe des applications pour smartphone, peut-être d'ailleurs des logiciels pour ordinateur, qui permettent de prévoir l'orientation de la lumière pour les couchers de soleil. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui veulent préparer leurs images à l'avance. Bah moi, ça, je le fais un peu plus vieille école, entre guillemets. Je le fais avec les cartes IGN, en fait, au 25 millième. D'accord. Donc ça me permet de voir l'orientation du lieu. Ça me permet aussi de voir le relief. Bon, déjà de savoir si on va pouvoir monter un bivouac et tout ça, à cet endroit-là. Et comme je peux voir le relief, je peux voir aussi si telle bande de montagne, entre guillemets, fera pas de l'ombre. D'accord. Si à l'inverse, il sera pas bien éclairé le matin ou le soir. Ou, voilà. Tout ça. Alors c'est vrai que ça, quand on part en rando en famille, on peut pas le faire parce qu'on peut pas faire un détour de 3 km avec toute la marmaille derrière, juste pour avoir le pan de montagne bien éclairé. Mais par contre, si on est seul et si on décide de faire une photo de paysage avec ce sommet-là éclairé de telle façon, d'avoir une carte IGN ou un autre système, peu importe, ça paraît indispensable de l'utiliser pour prévoir la bonne lumière au bon moment et au bon endroit. Complètement. De toute manière, toutes les personnes qui vont en montagne ou qui vont dans des endroits un peu reculés, je leur conseille de prendre une carte 25 millième, une boussole, éventuellement un GPS s'ils en ont un. On n'en a pas parce que voilà, on navigue à la carte et ça nous suffit. Mais voilà, toujours au moins une carte et une boussole, ça permet déjà de se retrouver si on a un problème, qu'on est perdu, parce que ça arrive. Très bien. Et ça permet de bien voir, de maximiser ses chances de faire une belle photo. En fait. Et un téléphone portable, si ça passe. Ça peut être utile. Il passe pas. Il passe pas, mais bon, de toute manière, on l'a quand même. Hein, donc, oui.
Mais oui, essayez quand même d'avoir un téléphone portable Très bien. parce que parfois ça passe, surtout dans les stations de ski Oui, aujourd'hui. Et exact. puis s'il y a un pépin, vous serez peut-être obligé, si vous êtes à deux, vous serez peut-être obligé de laisser votre, je sais pas, Le, votre le compagnon ou quelque binôme. chose comme ça sur place Mm. et de partir pour aller appeler des secours. Il faut que ce soit le moins loin possible. Bien sûr. Tom, je te remercie Oui, pour cette interview, ce long merci entretien. à Ça fait plus de 45 minutes qu'on est ensemble. je vois ça, C'est oui. ça, hein? Ben, merci à toi. C'était très intéressant. J'espère que... Alors j'allais dire auditeurs, non, mais nos téléspectateurs, parce que finalement maintenant il y a de l'image, donc ce sont des téléspectateurs, auront apprécié. Je les invite grandement, vraiment très sincèrement, à aller voir ton blog, parce qu'il y a des très bons articles, très pédagogiques. Pas assez, mais voilà. Ça, c'est pas de ta faute, Euh, c'est le temps qui nous manque. Et puis aussi d'aller voir sur ton site Stage Photo Pyrénées, parce qu'il y a, bah, voir un petit peu ce que tu proposes. Il y a il y a des chouettes stages. Évidemment, il y a de la photo, mais il y a aussi des belles balades à faire. Euh, et donc, euh, et donc voilà. Donc ceux qui souhaitent joindre l'utile à l'agréable peuvent faire leurs vacances et puis un petit stage photo avec toi, Tom, pour apprendre plein de nouvelles choses. Ce sera avec plaisir.